À Gitega et à Siangungu, nous sommes au Rwanda. Il est 10h30 justement dans cette partie de notre continent africain. Merci de votre fidélité. Il est 9h30 à Kinshasa. Top chrono, c'est parti pour 45 minutes d'analyse et de débat. La relique de Lumumba arrive, sauf imprévu, c'est avant-midi à Kinshasa. Les vols devraient quitter déjà à Zaventem hier pour la République démocratique du Congo. Congo Airways, l'emblème national, les chefs du gouvernement, les premiers ministres conduit donc cette forte délégation. Le ministre porte-parole, Mouyaya Patrick, le ministre de la Santé et plusieurs membres de la famille politique et biologique de l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, petite scale ici à Kinshasa. Et puis les vols prendront la direction de la province du Sankuru, Lumumba-Ville, Wombonyama, Kisangani et pour chuter à Lubumbashi, Kinshasa, des hommages, mais aussi le deuil national du 27 au 30 juin pour les inhumations et les hommages des officiels ici à Kinshasa. La question c'est aujourd'hui, c'est que l'ancien ministre, le vice-ministre honoraire est en train de se poser 12 questions au total. Est-ce que nous sommes fiers aujourd'hui de faire la fête après la remise de cette dent par la Belgique? Est-ce que nous devrions plutôt se poser des questions, réfléchir sur ce que la Belgique a fait de Patrice Emery Lumumba? Moïse Monidela se pose plusieurs questions. Où se trouve alors le reste de Okito, pour ne pas parler de ses compagnons de fortune de Patrice Emery Lumumba? On en parle tout à l'heure. Après l'accord, cette question de Nairobi, Délice Sanga lève le ton pour demander que la population en soit informée. Qu'est-ce qu'on a finalement obtenu de ce sommet, de ces conclaves de Nairobi qui s'était tenu le lundi dans la capitale kenyane? Quel est le format et la répartition des contingents? Délice Sanga se pose également la question sur la mission et les concepts opérationnels, les règles d'engagement ou le financement du coût des opérations. Kinshasa n'a rien obtenu, si à en croire les médias. D'ailleurs, nous l'apprenons depuis ce matin. Ces coups de pied, ces coups de nez dans... pour le chef d'État africain, on apprend, ça c'est vraiment à vérifier ce matin, que malgré la demande de la cessation des hostilités, ces terroristes de M23 auraient occupé encore 3 localités ce matin, malgré la demande des chefs d'État membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Merci à vous, madame, messieurs. Retenez également que Kamuleta Badibanga a été élu juge président le numéro 1 de la Cour constitutionnelle. L'élection a eu lieu hier. Il était candidat unique. Il a fait 9 voix sur 9. Carton plein donc pour M. Kamuleta Dieudonné. C'est un Dieudonné qui remplace un autre Dieudonné, magistrat de carrière. Merci à vous. Charles Ekem, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Clin d'œil à Dieudonné Kamuleta. C'était prévisible à votre avis? Bon, comment on peut dire prévisible? Parce qu'il s'agit d'une élection. Élection organisée conformément à la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Donc, dire que c'était prévisible, c'est comme si on lisait hier ou avant-hier dans le café pour dire candidat unique. C'est un pénalty sans gardien. Bon, une élection est une élection. Ah oui. Une élection est une élection. Parmi eux, il pouvait y avoir des juges indépendants, responsables qui pouvaient s'opposer à la candidature unique de M. Badibanga. Mais heureusement qu'ils ont porté les choix sur ces juges expérimentés. Je pense que tout s'est passé conformément à la loi, et à moins qu'il y ait des gens qui veulent polémiquer là-dessus. Mais sinon, je pense que tout a été fait dans les règles de l'art. N'interdisez pas aux gens de polémiquer. Nous analysons, on ne polémique pas. Mais la polémique aussi, elle n'est pas interdite. Il est originaire de Mbujimayi, dans le Congo central. Il est né dans les Kasaï central. Kasaï central, je crois. Il est né en 64. Il a fait 9 voix sur 9. Il a été nommé juge à la Cour constitutionnelle depuis 2020. C'est un novice par rapport aux anciens. Bon, ça aurait été une question intéressante, un aspect intéressant soulevé si vous auriez dit
qu'il était un novice dans la magistrature, mais étant donné que c'est un vieux routier, ma question est précise. La magistrature, j'ai dit un novice à la cour et non pas à la magistrature. Bien sûr que oui. Mais répondez à la question. Très bien votre question. Non, le non-dit de votre réponse, c'est comme si ça aurait été, ce que j'ai dit, ce n'est pas intéressant. Je suis journaliste, vous avez dit que je comprends les nuances. Répondez à ma question. Il est je novice. suis en train de répondre à votre question. Il est novice à la cour constitutionnelle. Vous alliez peut-être répondre par oui, mais un ancien de la magistrature. Voilà. Ben, mais je suis en train de répondre à votre question à ma manière. Voilà. À moins que vous vouliez que j'emprunte vos termes, vos mots. Allez-y. Mais moi, je réfléchis librement en disant que c'est un vieux routier qui connaît les arcanes judiciaires. Donc, les choix portés par tous les juges à ces juges, Dieudonné qui remplace un autre Dieudonné à côté d'un Dieudonné mandat, nouvellement désigné aussi par le Parlement comme juge. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien le métier et attendons voir le travail qu'il va produire. Et déjà, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup d'inquiétudes, notamment soulevées par le président Tshisekedi, mais aussi l'opinion nationale qui jusque-là n'est pas contente du travail rendu par le magistrat. Le magistrat, d'abord, dans l'ensemble, sur le territoire national, il y a beaucoup de griefs formulés chaque jour ici contre les magistrats. Donc nous attendons de ces nouveaux juges élus qu'ils donnent de l'impulsion, parce que c'est lui qui sera aussi, qui est automatiquement le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc il va donner l'impulsion de sorte que tous les juges véreux qui jusque-là ne disent pas le droit comme il se doit, qu'ils soient aujourd'hui interpellés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce nouveau leadership au sein du Conseil supérieur de la magistrature. C'est difficile de dire ou d'octroyer déjà des cotes ici. Il fera mieux que Benoît Luamba par rapport à tout ce qu'on a décrié sur Luamba, par rapport aux contentieux électoraux. Est-ce qu'il fera mieux que Dieudonné Kalouba Diboué, dit Philo? Il faut juger les maçons au mur. Hein. Bien sûr que oui, il faut le juger au mur. Nous attendons de lui beaucoup parce que les inquiétudes formulées sont légitimes, que ce soit par l'opinion nationale qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas satisfaite du travail rendu par les magistrats à travers la République. Donc, si monsieur Dieudonné Kamuleta Badibanga, qui aujourd'hui est à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, ne produira pas un travail escompté, des résultats escomptés, en tout cas, nous serons encore le premier sur ces plateaux de kiosques pour dénoncer ce travail que nous attendons tous. C'est le couronnement d'un parcours un peu exceptionnel. Hein. Il est passé par Lubumbashi, Kalemi, Congo central, Mbandaka. C'est vraiment un magistrat de carrière, comme vous l'avez souligné. Mais selon vous, qu'est-ce qui a dicté ce choix au niveau de juge? C'est difficile parce que c'est des votes secrets et convictions. Mais réfléchissons un peu à haute voix. Avant lui, il y a eu un certain Dieudonné Kalouba, qui lui n'était pas magistrat de carrière. Quand nous avions soulevé cette question, il y a 3, 4, 5, 6 mois ici, les gens ont dit non, c'est un habitué, il est habitué des procès. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a milité pour que, d'abord, le départ de Kalouba, qui était un avocat, pour que l'on choisisse quelqu'un qui a été vraiment dans la magistrature? Bon, nous pouvons spéculer, aller dans tous les sens, pour essayer de comprendre les motivations profondes qui ont milité en faveur du choix porté sur ces magistrats de carrière. Mais moi, je peux dire ici qu'il ne peut pas manquer là l'impulsion du président de la République. Il faut dire les choses clairement. C'est aussi un avantage d'avoir un président de la haute cour et le président du Conseil supérieur des magistrats, un magistrat qui est un auxiliaire de la justice ou un avocat. Bon, je pense que... quand c'est un avocat, il a tendance à défendre les droits. Bon, je pense que
c'est pas un problème d'avoir un avocat expérimenté comme le FIC Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle, mais c'est aussi une bonne chose d'avoir un magistrat de carrière qui y a fait ses preuves dans la magistrature, parce qu'on ne peut pas être magistrat de carrière sans avoir fait les tours de la République, c'est impossible. Et aujourd'hui, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi seulement lui, hein, grosso modo, c'est ça votre question, je pense que la Cour constitutionnelle, ce n'est pas n'importe quelle cour. Il n'y aura jamais, que ce soit ici ou ailleurs, un juge, des juges à la Cour constitutionnelle sans influence politique. Parce que souvenez-vous de ce qu'on a vu du temps de Donald Trump, comment les démocrates républicains se battaient pour la désignation d'une juge à la vous Cour allez loin, même en Afrique, constitutionnelle. En Afrique, on le voit, en Côte d'Ivoire, comment est-ce Oui, que... justement, j'ai parlé d'ici et d'ailleurs, et j'ai pris seulement l'exemple des États-Unis comme étant parmi les pays que nous envions tous. Donc, si on peut prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème, mais peut-être quelqu'un pourrait rétorquer pour dire que non, mais ce sont des choses qui se passent à l'africaine. Mais j'ai pris l'exemple des États-Unis pour dire que la Cour constitutionnelle, la bataille pour avoir des juges à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas seulement une question congolaise. Voilà pourquoi je me dis que peut-être dans ces choix-là, portés sur M. Badibanga, il peut y avoir aussi un coup d'œil, une impulsion du président Tshisekedi. Très bien. Merci à Charles Kinkankou. On attend Roland Issou qui sera du nôtre dans les heures qui suivent. Rapidement, on va prendre cet autre point d'actualité très importante. C'est en tout cas l'arrivée du reste de Patrice Emery Lumumba, sauf imprévu, c'est tout à l'heure, à l'aéroport international de Ndjili. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama, conduit donc cette délégation à bord de l'aéronef, baptisé aussi par Joseph Kabila. L'aéronef a été baptisé Patrice Emery Lumumba. Quelle fierté pour la République. Charles Kinkankou, rapidement, ça valait la peine, une sépulture pour Patrice Emery Lumumba au pays de ses ancêtres. Il fallait absolument qu'un jour, la République puisse penser rapatrier les reliques de notre héros national. Et c'est une très très bonne chose parce que vous savez que le thème Lumumba est un thème fédérateur. Tous les Congolais peuvent se diviser sur d'autres questions, mais lorsqu'il s'agit de Lumumba, il y a une certaine unanimité. C'est vrai que j'ai toujours entendu certains points de divergence, surtout des ressortissants du Bas-Congo. Ça, je dois le soulever, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions avec nos compatriotes du Bas-Congo. Lorsqu'on parle de Lumumba et Kassavubu, ils veulent un peu les opposer. Hein. Ils les opposent un peu. C'est vraiment une minorité, mais sinon, le thème de Lumumba, lorsqu'on parle de Lumumba, tout le monde se met d'accord. C'est l'unité nationale. C'est l'unité nationale. L'intégrité territoriale. Oui, c'est un leadership fort, visionnaire, leadership au niveau national, au niveau africain et international. Vous savez, chaque fois lorsqu'on a des sujets d'actualité comme cela, nous, on se lance dans les lectures pour... encore une fois, même si hier on avait déjà lu l'histoire de Lumumba, tout ce qui s'est passé autour de sa mort, mais ça nous donne encore l'occasion de relire, de rechercher un peu partout, même de réécrire, pour savoir, de réécrire aussi, publier. Et là, j'ai été encore vraiment touché de lire les témoignages de Gérard Soet. C'est un gendarme qui, à l'époque, était ici à RDC, au Congo, Kinshasa, en 61, à Chelatembo, le 17 janvier, à 50 km de Lubumbashi, à Chelatembo. Ce monsieur-là avait rendu un témoignage émouvant. C'était peu avant sa mort, en 1999. Il est mort en juillet 2000. Et ce monsieur-là racontait comment, et ces jours-là, la scène s'était déroulée pour assassiner Lumumba. Il dit comment ils s'étaient saoulés, ils étaient ivres, et lorsqu'arriva le moment, il prit Lumumba,
ils l'ont tué, et après ils ont pris une tronçonneuse pour commencer à les couper en morceaux. Ils ont coupé les corps en morceaux et ils ont pris l'acide qu'ils avaient, ils ont rassemblé les restes du corps de Lumumba, ils ont plongé ça dans l'acide. Et là, j'ai un extrait ici pour voir les cynismes, même si je suis en train de lire cet extrait, c'est parce que ça m'a beaucoup choqué ce jour-là lorsque je voyais les Belges sans présenter aucune excuse. C'est plus qu'un crime. Hein. Mais s'il vous plaît, mais c'est incroyable. Regardez ce que ces messieurs-là... J'ai vu ça. Oui, mais non, mais je vais lire un autre extrait. Il y a beaucoup d'extraits. Rapidement, oui. Il dit ceci. Il sort les bras droits du fils et coupe des doigts de la main raide. L'index d'une balle a blessé en traversant la main, qu'essuyait de se protéger de la mort et sa perte aux masses excitées. Je dois passer rapidement. Je lis cet extrait-ci qui m'a vraiment beaucoup bouleversé. Oui, ça m'avait vraiment beaucoup bouleversé. Il dit ceci. Il prend le torse, le fait descendre dans les filles, au-dessus des membres des faits et pose la tête sur les toux. Il débouche une des dames Jeanne d'acide et verse les contenus sur les corps des PC. Une colonne de gaz blanche et sifflante monte au ciel. L'acide transforme les corps en masse muqueuse. Donc, et sali, lorsqu'ils ont rassemblé les corps, ils ont versé l'acide, et sali, chouah, et c'était une gaz blanche. Vous voyez dans quelle circonstance Lumumba a été assassiné. Il a été tué. Et les Belges connaissant cela, ces messieurs-là qui avaient gardé la dent de Lumumba, mais c'est Gérard Soët, il n'avait rien fait et il est mort à 80 ans. Mais alors, lorsqu'arrive le moment du rapatriement des reliques de Lumumba, il ne présente aucune excuse. Ils étaient là, je les voyais tout joyeux, malgré les larmes versées par la fille Lumumba, Julien Lumumba, mais la Belgique n'a présenté aucune excuse. Et nous, même si aujourd'hui les autorités actuelles ne feront pas pression sur la Belgique pour demander pardon, un jour viendra dans ce pays où les Belges seront obligés de présenter les excuses à la République, notamment pour cette mort atroce. Charles Quint, c'est vrai, ça c'est comme on appelle billet retour pour Lumumba. Il aura droit à un mausolée, sépulture, tout. Ça fait vraiment quand même 61 ans aujourd'hui que nous disons le Belge, le Belge. Je suis d'accord avec vous et avec tous ceux qui pensent ainsi. Mais il y a aussi un autre pan de l'histoire de Lumumba qui est aussi lié au Congo. Qui a livré Lumumba entre les mains des Belges? Aujourd'hui, nous le savons, c'est Kasavubu, c'est Mobutu. Ces gens-là n'ont pas été tués en Belgique. Lumumba n'a pas été tué en Belgique. Lumumba n'a pas été tué à Molenbeek. Lumumba n'a pas été tué à Bruxelles. Bon. Mobutu, chef d'état-major, Kasavubu, président de la République, ce sont eux qui l'ont livré. D'abord pour aller, je crois, au Kasaï, chez Kalonji. Kalonji a refusé. Et après, ils sont allés avec Lumumba, Polo et les autres au niveau du Haut-Katanga pour être assassinés. Le pardon devrait commencer d'abord par nous-mêmes, parce que nous avons livré les nôtres. Bon, vous savez, à l'époque, on venait... Si Mobutu et Lumumba et Kasavubu s'étaient opposés, peut-être les choses n'allaient pas se passer ainsi. C'est une partie de l'histoire, disons-les. Bien sûr que oui, Serge Kabongo. Et c'est pas seulement Kasavubu et Mobutu. Il y avait les Moïse Tshombe, il y avait les Monongo, Messieurs Monongo. Parce que lorsque le corps de Lumumba est arrivé, là c'était pas encore le corps comme on le dit, c'était Lumumba en chair et en os. Arrivé à Lubumbashi, il y avait une complicité interne avec les Monongo qui voulaient parce que Lumumba puisse mourir. Il y a eu un complot d'abord international contre Lumumba. Et c'est ce complot-là qui a fait à ce que qu'on récupère, qu'on recrute
des gens au niveau national. Savou et Mobutu, Tchombe et les autres ont participé à ce complot international. Bien sûr que oui. Quelle est maintenant la responsabilité du gouvernement congolais dans cet assassinat de Lumumba? Quelle est la responsabilité de Mobutu? Bon, ne prenons pas de Mobutu parce qu'il était militaire. Le gouvernement congolais. Quand vous demandez aux Belges de s'excuser, mais demandez aussi au président Félix Tshisekedi, au nom de ses prédécesseurs, Kasavubu et Mobutu, de demander pardon à la famille Lumumba. Bon, en tout cas, ce que vous venez de dire, ce n'est pas à exclure. Parce que, effectivement, il doit y avoir distribution de cartes pour le moment. Il y avait effectivement une part de responsabilité du gouvernement congolais. Oui. Kasavubu était manipulé, totalement manipulé par les Belges. Et les autres, Mobutu et tous les Tutsi-Kwanti, Tchombe, Mounongo, ils étaient manipulés par les Belges. Allongés avec à l'époque, ils ne pouvaient pas s'opposer aux injonctions données par les Belges. C'était un complot international. Je me souviens encore, je lisais le professeur Ndaïwel lorsqu'il raconte comment il y a eu des injonctions au niveau international. Eisenhower, il était président des États-Unis à l'époque, il avait finalement donné l'ordre à ce que Lumumba ne soit pas exécuté, mais malheureusement, l'ordre était arrivé en retard. Alors, mais Lumumba était accusé des communistes par les Belges pour qu'il soit haï par les Occidentaux. Ça, c'est des prétextes en général. Fallacieux. Ça, c'est des prétextes fallacieux. On le sait. Alors, si aujourd'hui on peut encore récupérer la danse et tout ce qui reste de Patrice, d'heureuse mémoire, mais il y a aussi ceux-là qui se posent des questions, cher Charlequin, c'est difficile, mais Okito, qu'est-ce qu'il est, il est devenu? Il y a encore qui Mpolo Maurice, où est-ce qu'ils ont été enterrés? J'ai appris hier qu'il y avait encore un autre suppléant de Lumumba qui est vivant, un certain Jean Mayani, 71 ans, 91 ans, qui est encore vivant. Quand j'ai regardé ces hommages d'avant-hier et d'hier au niveau même de la place Matongué-Bruxelles, j'ai dit, ben regardez, entre les bourreaux et les victimes, c'est la messe, c'est la joie. Je ne m'en revenais pas. Non, mais ce n'est pas un moment de joie, c'est un moment à la fois de colère, d'indignation, parce que cette histoire-là, on ne l'oubliera jamais. On enseignera ça aux générations futures. Il faut enseigner ça à cette génération pour que finalement un jour, qu'il y ait quand même un procès. Il doit y avoir un jour un procès sur l'assassinat de Lumumba. C'est extrêmement important. Alors, vous avez parlé de Maurice Mpolo et Okito. Moi, j'avais aimé, récemment, j'ai vu le président Tshisekedi prendre, je voyais sur RTNC que Maurice Mpolo et Okito étaient admis dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Donc c'était quand même une reconnaissance bien que tardive de la République, mais c'est quand même, c'est quand même une bonne chose de restaurer la mémoire de ses compagnons de Lumumba. Et moi je pense que ça doit aller jusqu'à Zuzi Emmanuel, les frères de Catherine Zuzi Wambombo, qui étaient aussi parmi les compagnons de Lumumba, qui avaient aussi été, qui avaient trouvé la mort à cette époque-là. Donc c'est une bonne chose que la République puisse cette fois-ci aussi honorer la mémoire de Maurice Mpolo et Okito. Au-delà du procès, je prends cette question de Moïse Monidela. Après la restitution de la relique, la restitution de la dent, que peut-on attendre de la Belgique en termes de gestes, peut-être vis-à-vis du pays ou soit vis-à-vis de la famille biologique de Lumumba? Mais je viens de le dire ici, la Belgique doit présenter les excuses. Aujourd'hui, c'est très important. Non, ils l'ont dit parce que vous savez quoi, un peu similaire. Hein? Mais vous savez quoi? Mais Serge Kabongo, comment expliquez-vous que ce monsieur-là, Gérard Soët, en 1999, a fait un témoignage télévisé? Ce sont les médias belges qui ont publié, relayé les témoignages de ces messieurs. Il a raconté aisément comment, lorsqu'ils ont plongé
les corps dans le feu. Il a sorti les bras de Lumumba, la main. Il a coupé des doigts. Et il avait déjà arraché des dents d'ailleurs de Lumumba. Il a raconté ça normalement et il a vécu comme ça des années et des années après la mort de Lumumba. Maintenant, il n'était jamais jugé. Jusqu'à ce qu'il était mort de sa belle mort à 80 ans. Vous regardez c'est incroyable. Charles Kekanko avec nous sur ce plateau. On débattait tout à l'heure de la restitution de tout ce qui reste de Patrice Emery Lumumba. Là-dedans, c'est symbolique. Ça permet quand même à la République, ça permet quand même à la famille de pouvoir faire définitivement les deuils. Lumumba, c'est au-delà de sa famille biologique, c'est au-delà aussi du Congo. Lumumba aujourd'hui, c'est l'Afrique. Lumumba était un esprit. Et j'aimerais placer un petit mot. Oui. Moi, je pense qu'on ne doit plus seulement se limiter à Lumumba. Le président Tshisekedi qui avait pris un engagement ferme de rapatrier les restes des corps de Moïse Tshombe, de Mobutu, il doit aller jusqu'au bout pour que tous ces compatriotes-là qui n'ont pas encore de sépulture en République démocratique du Congo puissent les avoir ici dans notre pays. Je n'en sais pas trop avec Moïse Tshombe, mais avec Mobutu, apparemment, les négociations avaient déjà commencé depuis Joseph Kabila, mais il se poserait un problème au niveau de la famille. Oui, bon, j'ai appris que la famille a demandé beaucoup d'argent pour que les corps de Mobutu soient rapatriés. J'ai compris que il y a une certaine cupidité déplacée dans les chefs de nos frères, de certains fils de Mobutu, parce que Mobutu... Est-ce que les problèmes se posaient en termes d'argent ou bien d'honorer la mémoire, aménager peut-être à Guadeloupe ou à Kawele? En tout cas, des sources sûres... Je ne crois pas que le problème serait un problème d'argent. Non, des sources sûres... Parce qu'il y a des divergences au sein de la famille même du Mais les divergences viennent... Vous avez Nzanga Mobutu, vous avez Ngawali qui ne se mettent pas d'accord. Oui, mais l'aîné c'est Ngawali, mais je ne vois pas les problèmes en termes d'argent. Non, Serge Kabongo, je parle des sources... Bien sûr. Oui. Il s'est posé un véritable problème d'argent. Certains pensent que ça pourrait hausser la cote de popularité de Félix Tshisekedi. Donc, ils mettent une dimension politique dans cette volonté-là affichée par Tshisekedi de rapatrier les corps de Mobutu ici. Donc, ils se sont dit, bon, est-ce qu'on doit, avant que l'on fasse ça, il faut quand même que l'on ait un peu d'argent. Et c'est ça le vrai problème, parce qu'au niveau du gouvernement, il n'y a eu aucune opposition, ni sur les liens d'inhumation de Mobutu, ni sur quoi que ce soit. Le gouvernement ne s'est pas opposé à ce que Mobutu soit, qu'il puisse avoir une sépulture, soit à Guadeloupe ou ici à Kinshasa. Au niveau du gouvernement, il n'y avait absolument rien. Mais c'est juste au niveau de la famille que s'est posé le vrai problème. Très bien, merci beaucoup. Il y a encore quelque chose qui reste du lumumbisme aujourd'hui? Oui, le lumumbisme, vous savez, lorsqu'on parle de lumumbisme, Lumumba, de son vivant, n'avait pas élaboré une doctrine appelée le lumumbisme. Mais le lumumbisme, c'est généralement les discours prononcés par Lumumba. Oui. Il y a son discours prononcé en 58 à Accra, lorsqu'il avait été invité à une conférence panafricaine à Accra. Et il y a ces discours-là. Il y a un autre discours qu'il avait prononcé à l'université d'Ibadan, au Nigeria. Et aussi les discours de Lumumba du 30 juin. Oui. Et c'est lorsque vous lisez ces discours-là, c'est vrai que il y avait déjà, Lumumba avait déjà un projet d'écrire un livre, et ce livre-là, c'est les Congo belges est-il... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Le titre va venir. Okay. Congo Terre d'avenir, hein? Le Congo Terre d'avenir. C'était ça les titres des livres de Lumumba. Et la vision de Lumumba sur le Congo, sur l'Afrique, transparaît clairement dans ces discours-là prononcés par Lumumba. Vous savez que Lumumba, mort à 35 ans, il avait fait à peine une carrière politique de moins de 3 ans. Et cette courte période de sa carrière politique a connu un retentissement mondial. Lumumba, aujourd'hui, vous savez, les jours de la mort de Lumumba, mais c'était incroyable. Il y a eu des manifestations partout à travers le monde, au Cuba, aux États-Unis, en Russie, un peu partout à travers le monde, en Égypte, en Tunisie, un peu partout en Afrique du Sud. Il y a eu des manifestations parce que c'était un homme qui, à l'époque, avait un courage incroyable d'affronter
les Occidentaux, notamment les colons belges. Les colons belges. Oui. Donc, cet homme-là, dans ses rares discours qu'il avait prononcés, on voyait une vision incroyable sur l'Afrique. Parce que Lumumba n'était même pas diplômé d'État. Lumumba n'en avait pas étudié. Nous sommes des universitaires. Mais Lumumba, avec son niveau faible, avait une vision incroyable de la République démocratique du Congo, une vision incroyable sur l'Afrique et le monde. Donc, aujourd'hui, le lumumbisme, c'est juste ces discours-là qui transparaissaient aussi dans les écrits qu'on a retrouvés dans les écrits, les préfaces de Jean-Paul Sartre à l'époque. Ce sont eux qui avaient fait à ce que Lumumba, la vision, les discours de Lumumba et sa vision politique soient aussi relayés au niveau international, connus au niveau international. Il y a eu aussi Aimé Césaire dans ses écrits Une saison au Congo, qu'il avait un personnage là, dans son œuvre-là, qui s'appelait Lumumba, et là, il reprenait les grandes lignes des discours et la vision de Lumumba. Très bien. L'histoire du Congo. Et je pense qu'au niveau de la République démocratique du Congo, parce que la vision de Lumumba reste actuelle, Lumumba fait partie de nos pères d'indépendance. Vous savez, on a eu une chance incroyable. Si ces pays n'avaient pas connu des gens comme Lumumba, je ne sais pas, on allait avoir quelle référence. Parce que regardez aujourd'hui, si vous prenez le Congo-Brazzaville, vous ne verrez pas un homme politique de la trempe de Lumumba, ni au Congo-Brazzaville, ni en Angola, ni en Ouganda, ce sont des rares personnes comme ça au niveau africain. On parle de Lumumba, on parle de Kwame Nkrumah, on parle de Sékou Touré, on parle de Julius Nyerere, on parle de Mandela. Hein? Vous voyez, ce sont des Anwar El Sadat, ce sont des avatars, hein? Oui, ce sont des figures emblématiques au niveau africain. Lumumba n'est pas un personnage politique qu'on doit confiner au niveau congolais. Je suivais encore une vidéo, s'il vous plaît, quand je dis s'il vous plaît, c'est-à-dire je vais quand même vous relancer, vous donner le temps de vous reposer aussi. Je suivais encore un frère africain qui disait que ce n'était pas normal de voir ce que nous sommes en train de voir, du genre la fête, ça devrait plutôt être un moment, peut-être pas de recueillement, mais un moment de réflexion pour faire un break et se dire 61 ans après l'assassinat de Lumumba, qui reste issu du Congo. Aujourd'hui, l'unité nationale et l'intégrité territoriale de notre pays menacée par un voisin, et on entre en plein pied dans ce document de Nairobi du lundi. Est-ce que l'arrivée de la dépouille ou du reste de Lumumba peut encore, dans la mesure du possible, nous aider à nous mettre d'accord pour pouvoir résoudre cette question? Très bien, c'est vraiment une question. Oh, merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est une question extrêmement importante. Vous savez, Lumumba, c'est un homme attaché à l'unité nationale. Mais c'est incroyable. Il suffit de voir comment l'aura qu'avait Lumumba à l'époque. Lumumba, je vais continuer de dire ce que je suis en train de dire, mais j'aimerais d'abord rebondir sur ce que tu as dit. Aujourd'hui, dans les programmes officiels, ce n'est pas prévu qu'il y aura une fête dans un stade ou bien, je sais pas moi, au fleuve Congo hôtel où on va couler à boire aux gens, acheter les gâteaux, ou égorger les vaches et les chèvres. Non, ce n'est pas prévu quelque part. Non. Donc s'il y a des gens qui peuvent surfer sur le fait qu'il y aura des fêtes, je ne sais pas, ils tiennent ça d'où? Parce que jusque-là, je ne vois pas quelle est la fête qui est programmée. Est-ce qu'on aura une fête comme ce fut le cas où les gens avaient volé des chaises en 2010 au Palais du Peuple lors de la francophonie? Je ne vois pas. Est-ce qu'il y aura des... Je n'aimerais pas que l'arrivée de la dépouille de Lumumba puisse occulter les débats sur l'insécurité à l'est du pays. Non, ça ne va pas. Non, ça ne le fera pas. Mais j'aimerais dire, parce que vous avez relevé un fait important, je vous ai dit dans l'entame de mon propos ici, que le thème de Lumumba est un thème fédérateur. Parce que Lumumba a milité pour l'unité nationale. Et aujourd'hui, moi j'étais étonné de voir, c'est vrai, de voir parmi les recommandations du Forum de Katanga,
Joseph Kabila était là assis, on parle du fédéralisme. Alors que Mouzé Laurent Désiré Kabila, à l'époque, au Katanga, il y avait une division incroyable entre la Konakat et les Baloubakat. Et Moïse Tchombe était du côté était des leaders de la Konakat. Et avec le Mounongo et autres, ils étaient dans un camp. Mais les Jason Sendoué étaient leaders des Baloubakat où se retrouvait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila a milité pour l'unité du pays. Parce que Jason, c'était un Lumumbiste. Et il avait dit qu'il sera un deuxième Lumumba. Et Jason Sendoué, il militait pour l'unité du pays. Alors que Moïse Tchombe et autres étaient des fédéralistes à l'époque. Mais moi, je n'ai pas compris comment les héritiers, c'est vraiment politique, idéologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila, se retrouvent dans un forum pour parler du fédéralisme. Ça m'avait vraiment beaucoup un peu étonné. Et je m'étais posé la question sur cet héritage-là dont il parle beaucoup. Donc, mais il y a des gens, attendez, il y a des gens qui se réclament lumumbistes, mais qui sont des néocolonialistes ici. Hein. Les choses ont évolué, donc il faut toujours regarder ça avec... bon, les choses il faut relativiser un peu. Hein. Non, mais les choses ont évolué. Il y a des gens qui se réclamaient lumumbistes ici, je ne devais pas les citer, regardez-moi, mais qui ont vendu le pays, qui ont bradé les richesses. Non, mais écoutez, là, ce sont des lumumbistes, des slogans. Ah, voilà. Parce que Lumumba, la vision de Lumumba, comme je le disais, se retrouve dans les discours de Lumumba. Merci beaucoup. Allons maintenant à l'est du pays pour parler de cette question de l'intégrité et de l'unité, de l'indépendance et de l'unité de notre pays. Apparemment, Kinshasa n'a rien gagné. Je rappelle encore ma question, je répète. Est-ce que l'arrivée du reste de Lumumba peut nous aider pour honorer Lumumba, à nous mettre tous d'accord, même si aujourd'hui le gouvernement semble donner l'image de quelqu'un en difficulté, pour que nous puissions nous reconstruire de l'interne et faire barrage à cette agression? Oui, je pense que c'est un moment incroyable et il faut que le gouvernement congolais, parce qu'aujourd'hui Serge Kabongo, faites un baladeur, posez la question aux jeunes, même aux journalistes. Aux journalistes, hein, je suivais un jour sur Top Congo une journaliste politique brillante, intelligente, que je respecte beaucoup. Elle a même récemment créé son média en ligne. Mais qui balbutiait, qui ne connaissait même pas la date de naissance de Lumumba. Qui ne connaissait même pas les circonstances dans lesquelles Lumumba était mort. Ça m'avait fait très mal. Je me suis dit, mais comment on peut être journaliste politique sans s'intéresser à l'histoire de son pays, sans même faire un effort de lire l'histoire? C'est quand même triste. L'histoire sortit cette agression, oui. Oui, donc je pense que le gouvernement doit adapter notre programme, hein, scolaire notamment, pour qu'on puisse enseigner Lumumba. À partir de l'école primaire, les gens doivent connaître cet homme. Alors maintenant, parce que vous avez posé la question... Est-ce qu'on doit toujours continuer? Au regard de ce communiqué d'hier ou d'avant-hier, on devrait toujours continuer à parler d'une agression. Dès lors que là où les chefs étaient, nulle part, les chefs d'État membres ont constaté une agression. Est-ce qu'on doit toujours continuer à parler d'une agression? Bon, Serge, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important ici, que le pays est en difficulté. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. En difficulté, oui. Le pays est en difficulté. Et il faut comprendre la difficulté ou les difficultés dans lesquelles se trouve Tshisekedi aujourd'hui. Oui. Parce que l'Ouganda est un pays ennemi. Ça, c'est clair. Le Rwanda également. Même le Burundi, là, moi, je ne suis pas vraiment... confiant du Burundi. Mais ce sont eux qui dictent la loi au sein de cette communauté des États de... Alors maintenant, la grande question que l'on doit se poser, c'est laquelle? Est-ce que Tshisekedi doit ouvrir 4-5 fonds à la fois? Parce qu'on est entouré des ennemis. Souvenez-vous, Serge Kabongo, c'est dans ce pays, on a vu, dans l'histoire du refoulement des réfugiés à travers le monde, c'est pour la première fois qu'on a vu 400 000 personnes refoulées en une semaine. Et c'était le Congo-Brazzaville qui nous avait fait ça. 400 000 personnes. Vous vous imaginez un peu, en une semaine. Quelle violation des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a été violées, s'il vous plaît? Est-ce que, analysez pour moi ce qui je suis en train d'analyser. S'il vous plaît, on n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps.
est-ce que vous pensez qu'on a gagné quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas été floué? Parce que c'est comme l'impression que, comme José l'a écrit ce matin, vous allez jouer un match à l'extérieur, on connaît l'arbitre qui est le Kenyan, qui souffre le chaud et le froid, vous pensiez que les Kenyans allaient être avec vous, mais ceux qui dictent la loi dans cette communauté-là, vous le savez, c'est les Rwandais, ce sont les Ougandais. Je suis en train de vous répondre, je ne crois pas, en tout cas sur ce point-là, je ne crois pas que c'est les Rwandais et l'Ouganda qui dictent leur point de vue dans cette histoire-là. Pourquoi je dis ça? En tout cas, je ne crois pas. Regardez la configuration de cette communauté. Il n'y a que l'Ougandais et les Rwandais qui sont des doyens. Non, mais est-ce que le fait d'être doyen, c'est de vous... Mais ça fait un élément de plus. Non, mais... Kenyatta qui vient d'arriver, à peine il commence à comprendre un peu les b.a.-ba de la région. Il a trouvé un certain Museveni qui comprend très bien la géopolitique de la question. Il a trouvé un certain le Rwandais Paul Kagame qui est là depuis plus de 19 ans. Donc ce sont des gens qui maîtrisent bien la région. Non, mais ils ne dictent pas. Non, mais attendez, ils ne dictent pas. Ils vont dicter quoi? Parce que les débats se sont passés entre les chefs d'état-major et finalement les chefs d'État se sont retrouvés. Ils ont exposé tout ce qui a été réfléchi, conçu par les chefs d'état-major qui s'étaient réunis avant eux. Et finalement, ils ont délibéré. Mais la donc il n'y a rien de... La thèse congolaise n'a pas abouti. La thèse de l'agression et la thèse des fichiers, les M23 comme force. Vous savez, hein, je disais ici que nous devons comprendre la difficulté dans laquelle se trouve Félix Tshisekedi. Ce complot contre la République, ce n'est pas un complot seulement au niveau régional. C'est un complot qui a des ramifications à l'extérieur du pays. Depuis le Mumba. Oui, ça, on ne doit plus perdre de vie. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que l'on voit aujourd'hui les accords entre le Rwanda, la Grande-Bretagne, et vous voyez tous les grands du monde venir au Rwanda pour se réunir dans les cadres de... salut. Non, notre salut passera par où? Donc notre salut, ça c'est une question intéressante. Oui. Notre question, salut, passera d'abord par nous-mêmes. En quoi faisant? Non, d'abord nous-mêmes. Nous devrons nous mettre d'abord d'accord sur la question de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ça la première question. Parce que ici, il n'est pas question d'un mandat, il n'est pas question d'un individu, il n'est pas question de Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, j'ai aimé l'émission L'Espace républicain de notre doyen, respect à lui. Willy Kalenga, il y avait José Nawet, il y avait dans cette émission-là Marcel Ngoï, Freddy Moulumba, John Gomboa et les doyens. Ils sont nombreux, les temps, si vous les citez tous, les minutes nous est parti risquer de tout. Alors, dans cette émission-là, j'étais vraiment content de voir qu'ils s'étaient mis d'accord et ils avaient interpellé notamment les journalistes. Il est question ici de la République, de notre pays. Mais ne demandez pas aux journalistes de défendre la République parce que nous le faisons. Pendant que vous allez signer avec le Rwanda des accords pour affiner les histoires avec les Rwandais, vous signez avec les Ougandais. Il y a des militaires ougandais qui viennent ici. Vous signez avec les Burundis. Il y a des militaires burundais qui sont ici. N'en parlons même pas avec des militaires rwandais. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas capable de nous dire, nous les journalistes, quelle est l'évolution de la situation, l'armée avance ou l'armée recule. C'est vrai, nous travaillons comme compatriotes, mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Serge Kabongo, moi je pense que signer des accords de coopération économique avec des pays, si ces accords-là ne trahissent pas les intérêts, notamment économiques de notre pays, ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas une trahison. Le fait d'avoir des accords... Mais Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il est allé, le premier voyage effectué par Tshisekedi, c'était d'aller en Angola. Il a rencontré Joao Lourenço. Souvenez-vous que Tshisekedi arrive au pouvoir dans un contexte où le pays, la RDC, était dans un isolement diplomatique incroyable. Au niveau africain, même au niveau
internationale. Charles, alors, maintenant, mais non, malheureusement, on va rendre l'antenne. Je n'aimerais pas que nous puissions nous écarter. En définitive, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire de pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est? Qu'est-ce qu'on a gagné? Bon, lorsque vous lisez les communiqués publiés par la présidence kenyane, oui, ils ont intimé l'ordre aux groupes rebelles de se retirer des positions qu'ils occupent aujourd'hui. Ils ont intimé l'ordre aux groupes armés de cesser les faits et ils ont décrété cette zone-là, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, comme zone de circulation d'armes. Où il ne peut pas y avoir circulation des armes. Regardez le nombre des armes. Alors, maintenant, non, regardez le nombre des armées qu'on a dans cette partie. Vous avez la MONUSCO, près de 17 000 hommes. 1. Vous avez la brigade intégrée de la MONUSCO, qui est commandée par les Sud-Africains. 2. Vous avez l'armée ougandaise. 3. Vous avez l'armée rwandaise qui fait le va-et-vient. 4. Vous avez l'armée burundaise qui est maintenant chez nous. Ça fait déjà 2-3 mois. 5. Vous avez les ADF. 6. Vous avez les FDLR. 7. Et maintenant, pour la 8e armée, c'est cette armée de la communauté des États de l'Afrique. La zone là, finalement, c'est une zone de no-man's land. 9 groupes armés, que ce soit la MONUSCO, tout comme des armées de la sous-région. Non mais Serge, lorsqu'il est démontré que la MONUC, comme l'appelait Amas Namangangongi à l'époque, la MONUC devenue MONUSCO, est-ce là c'est pour la stabilisation? Malheureusement, la MONUC, moi je préfère que ce MONUC... C'est pas ça le plus important. S'il vous plaît, oui. Parce que elle est restée dans la mission d'observation et non d'imposition de la paix. Voilà pourquoi je l'appelle la MONUC. Sur ce plan-là, elle n'a pas atteint son objectif. C'est clair. Mais qu'est-ce qui nous rassure que c'est cette armée de l'Afrique de l'Est qui arrive, qui va finalement terminer l'affaire? Il y a un problème. Le problème, c'est que notre armée, pour le moment, n'a pas pu récupérer les entités territoriales aujourd'hui occupées par les M23, les Rwandais. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a une interdiction de Kinshasa il y a une interdiction de Kinshasa oui. de FARDC de ne pas attaquer l'armée rwandaise? Je pense que non. Donc, il y a des vrais problèmes en attendant que l'on fasse beaucoup de réformes au sein de notre armée, au sein de nos services d'intelligence. Mais par la voie diplomatique, on peut trouver une accalmie. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut une armée à la taille de nos ambitions. Et comme cela ne peut pas se faire par un claquement des doigts en un jour, 2 jours, on peut utiliser à la fois les voies diplomatiques. Si cela peut résoudre le problème. Avec qui on a cheminé pendant 40 minutes dans cette émission. Madame, Messieurs, je vous dis grand merci. C'était le 3e numéro de ce MAG. La situation, en tout cas, à l'est du pays, elle n'a pas changé. Je vous le rappelle que nous venons de l'apprendre depuis ce matin que ces rebelles, selon la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et ces terroristes, selon Kinshasa, ont encore occupé 3 localités depuis ce matin. L'information nous est parvenue par nos sources de la société civile locale. Donc, 2 jours ou 1 jour simplement après la communiqué du chef d'État. Pour en terminer, vous devez savoir que nous n'avons rien obtenu de cette question de Nairobi et que peut-être il faudrait que les parlements soient convoqués en session extraordinaire pour qu'on nous explique quand même ce qui s'est passé, parce que nous sommes en guerre selon la République. Le pays est agressé, mais l'Assemblée, bref, le Parlement est en vacances. Pendant ce temps, on ne sait pas comment ça va se passer. Si le gouvernement a des choses à nous dire, il faut qu'il puisse nous le dire. Que de demander aux journalistes, non, faites ceci, faites cela. Nous faisons déjà assez. Mais il ne faudrait pas aller signer quelque chose et revenir après demander aux gens, soutenez-nous. Non. C'est notre pays, nous devons le faire, mais il faut que ça soit clair. Comme Charles Quint l'a dit,
On soutient l'armée, on soutient le gouvernement, mais il ne faudrait pas que le gouvernement puisse nous flouer. Signer des accords avec ceux que vous considérez des agresseurs, et après vous venez vous dire non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Je pense qu'on n'aura pas avancé. Merci beaucoup à Charles Quint et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. Que ce qui est terminé, retenez que Dieudonné Kamouleta, celui qui est maintenant à la tête de la Cour constitutionnelle, donc c'est lui qui va, si Dieu le permet, en 2023, va dire qui de tous les candidats qui seront à la présidentielle